D'héritier d'une famille royale au destin tout tracé, il devient à peu près 40 ans l'ennemi public numéro 1 de son pays. Il se bat pour la liberté de ses droits et celle de sa communauté. Je veux vous parler aujourd'hui d'un homme qui a tout donné pour la communauté noire d'Afrique du Sud et pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, aujourd'hui c'est l'histoire de Nelson Mandela. C'est l'histoire d'un homme noir qui a grandi dans l'un des régimes les plus racistes du monde et qui a gagné son combat. L'histoire de l'Afrique du Sud et de Nelson Mandela, c'est après le générique. Bien Wally tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Afzal Diallo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que ici nous allons parler de culture, de tradition et d'histoire africaine. Et si c'est des sujets qui te touchent, n'hésite pas à liker les vidéos, partager et à donner tes avis dans les commentaires. Avant d'aborder l'histoire de Nelson Mandela en tant que tel, il faudrait faire un petit contexte historique sur l'Afrique du Sud. En fait, l'Afrique du Sud a été colonisée par les Hollandais en 1652. Ces derniers ont réussi à faire leur salle pendant à peu près 200 ans et en 1806 à peu près, les Anglais sont arrivés. Lorsque les Anglais arrivent, ils se rendent compte que les Hollandais galèrent un petit peu avec certains peuples, comme par exemple les Zoulous. Eux aussi vont galérer avec les Zoulous, etc. jusqu'à ce que des pactes soient signés et que l'Afrique du Sud finisse par appartenir à la couronne britannique. En 1910, les Anglais décident que l'Afrique du Sud fait partie maintenant de l'Empire britannique, ce qui signifie que les Anglais donnent une sorte de pseudo-autonomie à l'Afrique du Sud qui ne sera plus gérée intérieurement par la couronne, mais par les Hollandais. Donc les Hollandais gèrent les affaires internes de l'Afrique du Sud, mais finissent par rendre des comptes aux Anglais. En 1913 vient le Native Land Act. C'est un traité qui va prendre la majorité noire et les mettre sur seulement 10% des terres sud-africaines. Et les 90% restantes de toute l'étendue de l'Afrique du Sud appartiendront dorénavant aux 15% de communautés blanches. Maintenant que le contexte est posé, rejoignons la famille Tembu dans le village de Mvezo dans les années 1918. C'est là que la famille accueille un nouvel enfant qui n'est nul d'autre que Rolihlahla Mandela. La famille Tembu fait partie du groupe ethnique Xhosa. C'est le deuxième plus grand groupe ethnique d'Afrique du Sud. Et retenez bien ça parce que ça aura de l'importance par la suite. Son père, conseiller royal, décède malheureusement très tôt dans la jeunesse du petit Rolihlahla. À la mort de son père, le jeune Mandela s'occupe généralement des animaux, mais a une forte intelligence. Et ça, le roi le remarque. Le roi, son père donc de substitution, c'est lui qui va s'occuper maintenant de la famille Tembu et notamment du jeune Mandela, décide de l'envoyer à l'école. À l'école, un peu comme nous tous d'ailleurs, c'est là que le jeune Mandela comprendra que ce monde est méchant. Parce que son institutrice lui dira, dès les premiers jours d'école, écoute jeune homme, ton prénom Rolihlahla, il est trop compliqué. À partir de maintenant, tu t'appelleras Nelson, le nom d'un amiral britannique de l'époque. C'est vous dire à quel point est-ce qu'en ce moment-là, on essayait de nier le patrimoine culturel africain. Parce que l'institutrice renommait tous les enfants qui avaient des noms un peu trop africains à son goût. Comme vous auriez nommé votre chiot que vous auriez reçu pour votre anniversaire. Le jeune Mandela, Madiba comme on l'appelait par signe de respect dans son village, montrera à tout le monde à quel point est-ce qu'il est intelligent, à tel point que on voudra qu'il aille à l'université, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. Tellement rare qu'il n'y a qu'une seule université disponible pour les non-blancs. Parce qu'en Afrique du Sud, non seulement il y a des Noirs qui souffrent et qui sont marginalisés, mais il y a aussi les Métis et quelques Indiens. Et Fort Hare est la seule université qui les accepte. En 1939, après être entré à l'université, il rencontre un homme, Oliver Tambo, un militant anti-racisme qui va d'ailleurs mettre beaucoup d'idées révolutionnaires dans la tête de notre jeune Mandela. En 1941, toujours à l'université, il se rend compte de l'injustice faite aux Noirs et du mépris que les Blancs ont vis-à-vis d'eux. Un intendant blanc frappe si violemment une jeune fille de 16 ans qui travaillait en cuisine, noire, dois-je le préciser, que plusieurs étudiants s'interposent. Bien sûr, tous les étudiants s'étant interposés sont renvoyés de l'université. La direction exige des excuses de la part des étudiants envers l'intendant sous peine d'exclusion totale. Bien sûr, le jeune Mandela et son ami Oliver Tambo refusent de s'aplatir en excuses. Ils sont donc exclus de l'université. Mandela, lorsqu'il rentre dans son village, déçoit énormément le roi qui voit en lui quelqu'un qui pourrait aller très loin à l'école. Pour le roi, le jeune Mandela est un peu trop impulsif et fougueux. Il décide donc de le marier de force pour le canaliser un petit peu et lui offrir de la stabilité. Bien sûr, à mon avis, le roi ne partait pas d'une mauvaise intention. Il voyait en son filleul quelqu'un qui pouvait aller loin à l'école et par contre quelqu'un qui était très à fond sur des manifestations, etc. Et il s'est dit, en le mariant, sa femme pourrait peut-être le canaliser, ce qui est
souvent pas faux. Mais pour le jeune Mandela, il est hors de question de procéder à un mariage arrangé. Il s'enfuit donc à Johannesburg. Johannesburg. Il s'enfuit donc dans un ghetto en périphérie de Johannesburg où sont parqués les Noirs. Et il se rend compte, là encore, que les Noirs dans leur propre pays ont atteint un point exécrable. À Johannesburg, les Noirs travaillent 12 heures par jour pour des salaires de misère qui ne leur permettent même pas de vivre décemment. Leurs logements sont délavés, il n'y a pas de sortie d'eau, c'est sale, il y a des maladies et il n'y a pas d'électricité. Il se rend compte également que les townships ont été faits exclusivement par les Blancs pour les Noirs, afin qu'en journée, les Noirs viennent travailler pour les Blancs dans la capitale et la nuit venue, que les Noirs retournent chez eux parce qu'eux veulent vivre dans l'opulence et la modernité entre eux. C'est donc décidé, le jeune Mandela va donner sa vie pour la liberté des droits des Noirs. En 1943, à 25 ans, il rencontre Walter Sisulu, un grand révolutionnaire de l'Afrique du Sud, membre de l'ANC. L'ANC qui est un parti qui lutte depuis plusieurs années contre les injustices faites aux Noirs. Bien sûr, jusqu'aujourd'hui, l'ANC, qui est un parti politique, continue de travailler en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, à cause de plusieurs affaires, on dit que l'ANC a perdu de sa valeur, ils ont perdu la ligne idéologique, etc. Mais on n'est pas là pour ça. C'est en fréquentant Walter Sisulu, qui j'espère fera l'objet d'une vidéo prochainement, que Nelson Mandela va rencontrer une jeune femme avec laquelle il va se marier. L'année 1948 est une année vraiment importante pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour Nelson Mandela. Avec sa première femme, Evelyn Massey, ils perdront leur petite fille du nom de Mackenzie Way. Mais dans l'histoire de l'Afrique du Sud, 1948 est l'année de l'instauration du parti le plus raciste du monde à la tête de l'État. Ce parti-là est un parti qui institutionnalise le racisme, qui le rend obligatoire. Les Blancs doivent être racistes auprès des Noirs et aucun mélange n'est toléré. D'ailleurs, je vais prendre mon petit carnet et vous lire quelques petites choses que ce gouvernement-là a mis en place. Donc, la classification des individus, les habitations séparées obligatoires, le travail séparé obligatoire, les études séparées obligatoires, le mariage est interdit et on met en place, pour moi ça c'est la réforme la plus incroyable, on met en place un passeport que les Noirs devront trimballer sur eux pour traverser les différents quartiers de la ville. Aucun Noir n'a le droit d'aller nulle part sans l'autorisation d'un Blanc. Et surtout loin des Blancs. Et tous les afrikaners pensent la même chose. Pour eux, il n'y a pas de problème noir. Ils ne veulent pas le connaître. Ils ne veulent rien changer à leur mode de vie. Ils sont dans leur propre pays. Imaginez-vous ça. Dans votre propre pays, vous ne devez pas vous déplacer sans l'autorisation d'un Blanc. Et ça, c'est le comble pour Nelson Mandela, qui décide, à partir de ce moment-là, de se jeter corps et âme encore plus dans la lutte. Son mentor, Walter Sisulu, le convaincra de retourner à l'école, parce que pour lui, seule l'éducation permettra aux Noirs de se libérer. Le jeune Mandela accepte, retourne à l'école et décroche son diplôme de droit. Il devient avocat et avec son ami Oliver Tambo, ils ouvrent le premier cabinet noir d'Afrique du Sud. Ce cabinet croule sous les demandes et notamment des membres de l'ANC qui, bien sûr, sont ciblés par le gouvernement et qui ont de plus en plus de requêtes. Monsieur Mandela s'implique tellement dans le parti, il finit par devenir vice-président de l'ANC en 1952. Le gouvernement qu'il a pris pour cible et qui commence à avoir peur de lui l'emprisonne une première fois à une peine de 9 mois pour communisme. Et Nelson Mandela était, croyez-moi, loin d'être communiste. Mais bon, de toute façon, c'est pas les preuves qui manquent quand t'es le gouvernement. Malheureusement, à sa sortie de prison, sa femme, avec qui il a eu 2 autres enfants après Mackenzie, un garçon et une fille, divorce parce qu'elle n'arrive plus à supporter cette vie. Elle n'arrive pas à suivre la ligne idéologique de son mari et est tout le temps stressée lorsque son mari sort et elle ne sait pas s'il va revenir, les descentes de police, les espions qui les surveillent, etc., etc. Ce n'est pas la vie qu'elle veut et ce n'est pas la vie qu'elle veut pour ses enfants. À 40 ans, il rencontre une jeune femme qui va changer le cours de sa vie. Cette femme, c'est Winnie Mandela. À deux, ils vont continuer de s'impliquer pour la cause au sein de l'ANC et notamment des campagnes de boycott des entreprises blanches et aussi en faisant des marches de protestation, précisons-le, non violentes. Donc, les arrestations se multiplient, les violences physiques se multiplient et le parti au pouvoir commence à durcir encore plus les lois et les violences faites aux Noirs. En mars 1960, des milliers de Noirs marchent, protestent dans la rue de façon pacifique et passent devant un poste de police. La police sort et tire avec intention de tuer. On déclare 69 morts et 180 blessés.
On appellera ce massacre le massacre de Sharpeville. Et pour Mandela, c'est un choc. Il n'arrive plus à se regarder dans un miroir parce que pour lui, des femmes et des enfants sont tués pour une marche pacifique. Le gouvernement n'a pas peur d'eux. Il n'a pas peur de tuer les Noirs. Et c'est ici, selon moi, que va opérer un nouveau déclic, le déclic de la lutte armée. L'ANC est bien entendu suspendu. M. Mandela et tous ses acolytes sont traqués par la police, des espions, etc., etc. En 1961, après donc le massacre de Sharpeville, avec quelques jeunes du parti qui trouvent justement que l'ANC est un peu trop passive face au gouvernement, il va créer l'Umkhonto weZizwe, Lance de la Nation. C'est un mouvement secret géré par des jeunes du parti de l'ANC qui vont aller maintenant faire des actions violentes à l'égard des entreprises blanches. Je précise entreprise parce que aucune personne n'est tuée ou blessée. On parle d'attentats, d'explosions, de magasins brûlés, de lignes de bus détruites, mais sans jamais blesser ni tuer personne. Avec quelques-uns de ses acolytes, il quittera l'Afrique du Sud de façon clandestine pour aller se former à la lutte armée en Éthiopie, en Tanzanie, au Nigeria, au Maroc, notamment avec le Front de Libération Nationale FLN qui se bat pour la liberté de l'Algérie, sans savoir que dans son pays, il est déclaré ennemi public numéro 1. Donc, dès son retour en Afrique du Sud, lui et ses acolytes sont capturés. En 1962, s'ouvre son procès. Et M. Mandela a l'art d'épater. Parce que lors de son procès, il arrive habillé en tenue traditionnelle de la chefferie Xhosa, en peau de léopard. Il a le sens du détail et refuse de se soumettre, de quelque façon que ce soit, aux oppresseurs blancs. Il fera d'ailleurs un discours mémorable qui le sauvera lui et ses amis de la peine de mort. Parce qu'après son discours, il est impossible pour le gouvernement de le condamner à mort. Parce que tout simplement, on ferait de lui un martyr et le pays pourrait prendre feu directement. Il est important de préciser qu'à son retour du Maroc, il fera d'abord une peine de prison de 5 ans et je pense qu'elle n'était même pas terminée lorsque plusieurs membres de l'ANC seront attrapés et qu'un grand procès soit organisé durant lequel ce discours-là va leur permettre d'échapper à la peine de mort. Et ensuite, ils seront envoyés tous au bain de Ruben Island. À Ruben Island, M. Mandela devient le matricule 46664. Il passe sa journée avec ses amis à casser des cailloux sous le soleil, et lorsqu'il n'y a pas de soleil, ils sont enfermés dans leurs cellules. En prison, Nelson Mandela va beaucoup lire et apprendre à parler l'Afrikaner, la langue de ses bourreaux. Il se dira, en pensant certainement à Walter Sisulu, que l'éducation, c'est le nerf de la guerre. Il faudrait essayer de connaître ces Afrikaners, ces blancs qui martyrisent autant le peuple noir, apprendre à les connaître pour savoir quelles sont leurs revendications et qu'est-ce qu'ils veulent à la fin. Pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas les Noirs vivre librement? Il deviendra d'ailleurs ami avec un de ses gardiens de prison qui perdra son fils en même temps que lui, à peu près l'âge de 24 ans, suite à un accident de voiture. D'ailleurs, pour revenir à ça, au bain de Ruben Island, Mandela ne peut recevoir qu'une seule visite tous les 6 mois. Et en plus, lors du décès de sa mère, il n'est pas autorisé à aller à l'enterrement. Idem pour le décès de son fils. En 1976, le gouvernement le plus raciste du monde décide que l'Afrikaners deviendra la langue nationale de l'Afrique du Sud. Et pour les Noirs, il en est hors de question. Une énorme manifestation est organisée et la plupart des militants sont des étudiants, des élèves d'à peu près 13 ans. Les adolescents sont dans les villes et la police, devinez ce qu'ils font. Ils tirent à bout portant sur des adolescents. On ne parle pas d'une petite manifestation avec 2-3 tirs en l'air, etc. On parle de tirer sur une foule de jeunes adolescents d'à peu près 13-14 ans et de 576 morts d'après les sources officielles. 576 morts, dont la majorité sont des adolescents qui marchaient sans armes ou à la rigueur avec des cailloux et d'une armée surentraînée et surarmée qui tire à bout portant. Le monde entier est estomaqué. Le monde entier tremble. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Et devinez quoi? C'est après 576 morts d'adolescents, plus les 69 du massacre de Sharpeville, que l'ONU décide de mettre la pression au gouvernement sud-africain. L'ONU ne décide pas d'envoyer une force armée afin de réguler les choses. L'ONU ne décide pas de se battre pour la liberté ou la paix dans un pays. L'ONU décide de mettre la pression au gouvernement sud-africain. Écoutez les gars, c'est aller un peu trop loin votre histoire.
faites gaffe parce qu'il va falloir qu'on agisse. C'est ça que l'ONU dit. Après 569 adolescents morts et 69 personnes tuées à Sharpeville. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ici que 576 adolescents noirs ne valent pas la peine d'agir? En septembre 1977, Steve Biko, un grand révolutionnaire d'Afrique du Sud, se fait torturer et assassiner dans un commissariat de police. La police qui est là pour protéger, torture et assassine. Je ne pourrais pas parler de tous les révolutionnaires d'Afrique du Sud qui ont lutté aux côtés de Nelson Mandela, justement pour la libération de l'Afrique du Sud, mais on pourrait aussi citer, en plus de ceux que j'ai cités là, Miriam Makeba, une grande chanteuse qui, durant aussi toute sa carrière, a passé son temps à véhiculer des messages pour que le monde entier sache ce qui se passe en Afrique du Sud et intervienne. Dans les années 80, avec les multiples actions de l'ANC à l'international, plusieurs petits groupes s'organisent pour faire des manifestations dans des grandes villes pour ce qui se passe en Afrique du Sud, afin que les différents gouvernements ne continuent pas à contribuer au gouvernement de l'Afrique du Sud. On boycotte les entreprises sud-africaines, on boycotte les produits sud-africains et on fait tout pour ralentir l'économie du pays. En ce sens, Nelson Mandela, toujours en prison, devient une icône de liberté et de protestation pour tout le monde. Et d'ailleurs, le gouvernement se rend bien compte de ça et ira proposer à Nelson Mandela de lui accorder la liberté à condition que ce dernier cesse toute activité politique qui pourrait nuire au régime. Bien sûr, M. Mandela s'y refuse catégoriquement. Il est transféré une première fois de sa prison de Robben Island vers une prison un peu moins prison, un peu plus confortable, histoire de le mettre à l'aise, pour le mettre dans de bonnes dispositions face au gouvernement, mais il se refuse toujours à serrer la main du gouvernement. Le pays devient intenable. On veut la libération de Nelson Mandela. Tout le monde scande Nelson Mandela. Tout le monde veut que M. Mandela sorte de prison et continue sa lutte. Le peuple a besoin de son leader. En 1988, à l'intention de l'anniversaire de Nelson Mandela, un énorme concert de 12 heures est organisé. En 1989, le parti au pouvoir change. Frédéric de Klerk est nommé président d'Afrique du Sud. Donc, Frédéric de Klerk arrive aux affaires et tombe dans un pays vraiment ingérable. Les Noirs sont en grève alors que c'est eux qui font tourner l'économie. Ils attaquent des infrastructures, ils détruisent des lignes de bus, et ils font beaucoup de choses qui font très mal au pays. Et donc, pour faire un pas vers eux et faire en sorte que les tensions se calment, je ne dis pas qu'il était en train d'essayer de faire en sorte que l'Afrique du Sud soit un pays non raciste, ce n'est clairement pas ça, c'est un racisme pareil, mais il essayait quand même de calmer la tension qui régnait actuellement en Afrique du Sud, juste économiquement parlant, pour s'en sortir. Donc, il fait sortir Nelson Mandela de prison. J'ai trop parlé. Le 11 février 1990, on peut voir maintenant, décalé dans la ville, M. Mandela au bras de sa femme, Mme Mandela, et le discours qu'il va prononcer ce jour-là. La pensée de Nelson Mandela pourrait se résumer très rapidement dans cette phrase. Il ne faut jamais lutter contre les hommes, mais simplement contre les systèmes. En position de force, Nelson Mandela décide de lancer la nation arc-en-ciel. Il ne veut pas faire renvoyer tous les Blancs d'Afrique du Sud dans leur pays. Pour lui, les descendants hollandais qui étaient installés depuis les années 1600 en Afrique du Sud sont dorénavant des Sud-Africains comme les autres. Et en ce sens, il organise une grande campagne de réconciliation. En 1991, l'apartheid est aboli. Cependant, le gouvernement, dans le dos de Nelson Mandela, ne veut pas abandonner. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur l'une des premières phrases que je vous ai dit lors de cette vidéo. Les Xhosa sont le deuxième plus grand groupe ethnique de l'Afrique du Sud. Les premiers sont les Zoulous. Ils vont essayer de mettre les Zoulous face aux Xhosa et d'organiser une guerre tribale au sein de l'Afrique du Sud avec les deux plus grosses ethnies, en termes de population en tout cas, les deux plus grosses ethnies du pays. Et si vous ne vous rendez pas compte du calvaire que c'est, dites-vous que le génocide au Rwanda, d'autres génocides se passent actuellement en Afrique, sont dus à ça. Les guerres tribales sont toujours organisées et financées par des gouvernements blancs qui veulent qu'on dise que les Africains ne peuvent pas s'entendre entre eux et donc ils ont besoin de nous pour les gouverner. Et à chaque fois, c'est la même chose. On met le plus grand groupe ethnique d'un pays contre le deuxième
ou bien une grosse majorité contre une toute petite. On crée une guerre qui n'existe pas. Et ensuite, les Noirs s'entretuent. Et là, l'homme blanc arrive. Et vu qu'il finançait un groupe, lorsqu'il arrive et dit oui, ils ne s'entendent pas, machin, il arrête le financement. Fait que le groupe en question ne peut plus rien faire. Et ensuite, il impose sa domination avec ses armes et son argent sur tout le monde pour les exploiter encore plus. Tant que l'Afrique ne se départira pas de ces histoires tribales qui ne servent à rien là, on ne va pas avancer. Je me suis un peu emporté, revenons à notre histoire. Donc, on essaie de mettre les Zoulous face au Xhosa et on essaie de détruire la légitimité qu'a Mandela face à l'Afrique du Sud. Parce que tu as le plus grand groupe ethnique qui veut commencer à refuser Nelson Mandela juste parce qu'il est issu des Xhosa. Sachant que M. Mandela n'a jamais pris parti pour aucune tribu. Il a lutté autant pour les Zoulous que les Xhosa, que les autres ethnies, que les Métis, que les Indiens, que tout le monde qui était racisé dans son pays. Et aujourd'hui, il y a une guerre civile. Il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Il va aller sur la place publique et il va dénoncer le gouvernement. Puisque le gouvernement est démasqué, il ne peut plus rien faire. Il s'aplatit en excuses. Et le 15 octobre 1993, Nelson Mandela est décoré du prix Nobel de la paix. Ce prix Nobel-là, comme je le disais, il va le partager avec de Klerk, mais c'est des raisons politiques. Parce qu'il ne veut juste pas qu'après avoir pris son prix Nobel et après les élections qui vont arriver, eh bien, les Noirs fassent des représailles aux Blancs. Parce que malheureusement, lorsque Nelson Mandela prend son prix Nobel de la paix, il reçoit énormément de menaces de partis blancs, de grands partis blancs nazis qui existent toujours aujourd'hui en Afrique du Sud, qui menacent de l'assassiner eux-mêmes si le gouvernement n'est pas capable de le tuer. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que ces partis-là sont là. Je ne pense pas. Ces partis-là sont là. Le 27 avril 1994, au lieu de 4 millions de Blancs, c'est 50 millions de Sud-Africains qui vont aux urnes pour voter. Nelson Mandela est élu président, comme vous pourrez l'imaginer, et va se battre pour créer une nation arc-en-ciel. Il continue d'insister sur sa campagne de réconciliation en organisant des comités de réconciliation où on va mettre des familles blanches, bourreaux ayant assassiné des Noirs, s'excusant devant des familles noires de victimes. C'est incroyable. Est-ce que c'était sincère de leur part ou est-ce qu'ils avaient peur des répressions? La question se pose. Mais ce qui est sûr, c'est que Nelson Mandela croyait profondément au fait que les gens, lorsqu'ils se pardonnent, ils se donnent le pardon mutuellement, peuvent devenir un grand peuple. Malheureusement, le chantier économique est beaucoup trop grand pour Nelson Mandela, qui est déjà très vieux, disons-le clairement, parce que beaucoup de gens trouvent que M. Mandela est un traître parce qu'il n'a pas su retirer l'économie de la main des Blancs pour la mettre dans les mains des Noirs. Mais Nelson Mandela, c'était un homme de droit. Un homme qui a donné toute sa vie pour la liberté de son peuple et qui était vieux à la sortie. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était réconcilier son peuple. D'abord sur ses priorités, réconcilier son peuple, donner de l'égalité aux Noirs, leur donner les mêmes tremplins qu'aux Blancs, mettre en place des choses qui feraient qu'ils aient les mêmes moyens de se battre dans la société. Mais économiquement parlant, il n'était pas assez robuste pour tout faire. Le chantier était beaucoup trop grand. On a quand même pris 90% de tout un pays incroyable qu'on a offert à 15% de la population. C'est tout de même difficile à gérer. Et malheureusement, après Nelson Mandela qui ne fait qu'un seul mandat parce qu'il veut maintenant profiter de sa famille, il a assez lutté pour vous, il a assez lutté pour sa communauté, il veut profiter de sa famille, il donna le pouvoir à ceux qu'il pensait être les bons parce qu'il remet le pouvoir encore à l'ANC. Malheureusement, l'ANC s'est écartée parce que l'ANC, beaucoup sont devenus corrompus, beaucoup ont récupéré des richesses de blancs et en ont fait des richesses personnelles au lieu d'en faire des richesses justement du pays. Et ce n'est pas à Nelson Mandela de régler tout ça. Nelson Mandela a fait ce qu'il devait faire. Il est devenu un héros national et mondial. Il est devenu une ressource. Il est devenu une ressource et un modèle pour tous ceux qui se battent au quotidien pour la liberté des droits de la communauté noire. Mais il ne pouvait pas tout faire. Et les Africains doivent se rendre compte. Et les Africains, c'est ça le problème. Ils attendent trop les héros. Il a fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Si vous estimez aujourd'hui que Nelson Mandela est un traître parce qu'il n'a pas su remettre l'économie dans les mains des Sud-Africains noirs, mais prenez l'économie et mettez-la dans leurs mains. Si vous êtes si capable, faites-le.
N'attendez pas Nelson Mandela. Ne le traitez pas de traître alors qu'il a passé la moitié de sa vie en prison pour la communauté. Bref, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais néanmoins m'excuser auprès des Métis et justement des Indiens qui sont des peuples aussi extrêmement racisés en Afrique du Sud, parce que je n'en ai pas vraiment parlé lors de cette vidéo, alors qu'ils ont subi énormément de choses, notamment les Métis auxquels je pense beaucoup, qui étaient très souvent rejetés par les Noirs victimes des Blancs, mais qui étaient rejetés par les Blancs qui méprisaient tout simplement les Noirs. Et j'espère très prochainement faire une vidéo sur le peuple métis, notamment dans le monde, mais particulièrement dans les populations victimes, donc dans les populations noires, quelle est la vie des métis dans les populations noires. Et c'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup parlé ici, parce que c'est sûr que l'Afrique du Sud, qui est un cas d'école extraordinaire, va revenir dans cette vidéo-là. Donc, merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas à balancer le pouce bleu et écrivez en commentaire un truc verre d'eau. Dites verre d'eau dans les commentaires pour montrer que vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo. Comme ça, on verra qui sont les vrais et je vous dis ciao.